Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans ce mardi citoyen. Je vois qu'on a déjà des personnes dans le chat. Bienvenue. On attend un petit peu que tout le monde arrive. Contente de vous retrouver pour cette session de novembre. Nous avons encore une fois un intervenant qui sera là pour vous. Contente de voir que vous êtes encore nombreux et fidèles, parce que ça va faire bientôt 1 an qu'on a lancé ce format et vous êtes encore là, toujours aussi nombreux, toujours aussi motivés. Donc, bravo et merci. Vous êtes déjà tous un petit peu sur le chat, donc c'est bien. Je vois que vous avez trouvé et vous vous souvenez de comment ça fonctionne. Si jamais vous nous rejoignez pour la première fois, sachez que vous avez un petit onglet de chat qui doit apparaître sur votre écran, dans lequel vous pouvez échanger avec les autres personnes qui assistent à cette visioconférence. Et il y a aussi un onglet questions sur lequel vous pouvez poser vos questions et voter pour les questions qui vous semblent les plus intéressantes, ce que nous vous invitons à faire, puisque le but de ce mardi citoyen, c'est qu'on bénéficie en effet de l'expertise de notre intervenant, Monsieur Richard, mais également que vous puissiez vous aussi lui poser vos questions. Et je vois qu'on a quelqu'un qui vient de Suède, alors bravo de nous voir d'ici là, d'aussi loin, et bienvenue à toutes et tous. Donc, déjà, je vais commencer par remercier Monsieur Richard pour votre présence ce soir. On est vraiment très honorés de vous avoir parmi nous, on est ravis. Et avant de commencer vraiment cette session, un petit mot sur Tous Politiques pour celles et ceux qui ne connaissent pas, même si là, je vois que dans le chat, on a quelques fidèles de nos formations. Tous Politiques, on est un institut politique. On est un institut qui accompagne l'engagement des progressistes, que vous soyez des citoyens, que vous soyez des militants, que vous soyez des élus. On vous accompagne dans l'exercice de votre mandat. On vous accompagne, comme on le fait ce soir, quand vous êtes citoyen ou militant, dans les questions de débat public, de débat d'intérêt général. On est là pour vous donner des outils de connaissances, des ressources sur différentes thématiques. Notre rôle, c'est de vous faire aussi vous rencontrer, construire des réseaux, partager votre expérience, la valoriser et faire valoir vos causes et vos combats, ceux en tout cas que vous portez au quotidien. Les mardis citoyens, c'est un format qu'on ne présente plus, c'est une fois par mois, gratuit, c'est en ligne. C'est pour vous donner ces éléments-là que je vous disais, la question de la connaissance, la clé de compréhension, pour décrypter les sujets qui sont au cœur de l'actualité. Comme d'habitude, rappelez-vous, ce n'est pas une tribune politique, donc on compte sur vous pour en prendre en compte cet élément dans vos questions et dans vos interventions. C'est vraiment le but de monter en connaissance sur des sujets et d'être un peu plus éclairé, notamment aujourd'hui sur la question de l'histoire des partis politiques. Et donc, pour cette question, on accueille Monsieur Gilles Richard, qui est historien. Bonsoir. Bonsoir, et bonsoir à vous, et bonsoir à toutes et tous. Donc, merci d'être parmi nous. Vous avez enseigné à l'Institut d'études politiques de Rennes, et notamment l'histoire politique, dans l'entre-deux-guerres en France, et vous avez aussi enseigné à l'Université de Rennes 2. Vous êtes notamment l'auteur de l'Histoire des droites en France 1815-2017, qui a été publié chez Perrin en 2017. Et vous êtes enfin président de la Société française d'histoire politique. Donc, autant dire que vous êtes un peu calé et que vous allez pouvoir répondre à nos questions et à nos questions les plus précises. Comme toujours, donc, vous avez les questions qui vont s'afficher. Vous avez la liberté de pouvoir y répondre si jamais elles vous sautent aux yeux à ce moment-là. Et à moi la charge de vous poser en fin de séquence les questions auxquelles nous n'aurions éventuellement pas répondu. Donc, on va commencer très concrètement. Qu'est-ce que c'est qu'un parti politique? Quelles sont ses caractéristiques? Et qu'est-ce qui le distingue, en fait, d'une association? Alors, les partis politiques sont souvent des associations. La plupart du temps, ils sont déclarés dans le cadre de la loi de 1901 sur les associations. Mais ce sont des associations d'un type particulier, puisqu'elles participent à la vie politique, donc à la question du pouvoir, je vais revenir dessus. Et par exemple, aujourd'hui, une association ordinaire ne peut pas participer aux élections et prétendre au remboursement des frais de campagne. Donc il faut être déclaré comme association politique pour rentrer dans le cadre du remboursement, de pouvoir déjà se présenter, et ensuite être éventuellement remboursé. Donc les partis politiques sont des associations, des regroupements d'individus qui ont comme préoccupation essentielle
la question du pouvoir, comment le pays est-il dirigé, et le pouvoir, et la politique, c'est comment conquérir le pouvoir, comment le conserver quand on l'a, et comment l'exercer. Voilà. Donc ce sont des individus qui s'occupent de questions, vous le voyez, fondamentales, nationales, globales, qui intéressent tout le monde. Voilà. Et ces partis politiques, bien sûr, n'existent pas depuis 1901. En fait, ils ont toujours existé. Hein. Par exemple, sous la Révolution, ce qu'on appelle les clubs, club des Jacobins, club des Cordeliers, etc., sont des partis politiques. Hein. Mais il y en avait même avant. Le tiers-parti, pendant les guerres de religion, c'est l'ensemble des individus qui refusent que la France soit coupée entre protestants et catholiques et qui essaient d'œuvrer à la réconciliation. Voilà. Donc, parti politique égale regroupement d'individus qui s'intéressent au gouvernement du pays. Merci. Et alors, du coup, très clair comme définition, mais alors, on a en France près de 580 partis recensés en 2020. On doit être à 581 maintenant avec Renaissance. Hein. Mais voilà, depuis, on a donc des nouveaux partis qui sont formés. On a des partis qui sont dissous. Et donc, de façon générale, on n'est pas vraiment capable de savoir quels sont les partis politiques qui sont présents en France, tellement il y en a. Et qu'est-ce que ça signifie, selon vous, pour notre démocratie ? Alors rassurez-vous, moi non plus, je ne connais pas les 580 partis et sans doute plus, parce que depuis 2020, il s'en est encore créé. Bon, il y en a qui ont disparu aussi, hein, mais ils disparaissent jamais complètement. Hein. C'est très rare que les partis, même quand ils sont en plein déclin, voilà, meurent totalement. Hein. Qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, ça signifie, une première chose, c'est que depuis qu'il y a des lois qui organisent, contrôlent, encadrent la vie politique et le financement de la vie politique, hein, la première a été votée à l'initiative du gouvernement de Michel Rocard en 1988, mais il y en a eu d'autres ensuite. Hein. Depuis cette époque-là, il y a nécessité de déclarer un parti politique pour avoir le droit d'être financé. Et vous savez que, notamment pour les associations de financement, chaque parti a une association de financement qui est différente du parti en tant que tel. Et puis, il y a des associations de financement régionales ou départementales qui multiplient le nombre de partis déclarés. En réalité, et il n'y en a pas 580, naturellement. Il y a une vingtaine de partis politiques, plus ou moins importants, qui représentent les citoyens et les citoyennes. Voilà. La deuxième chose que ça signifie, qu'il y ait beaucoup de partis, c'est que les partis politiques sont incontournables dans la vie politique. Voilà. On ne peut pas s'en passer pour le moment. On n'a pas trouvé les moyens de faire. Voilà. Vous ne pouvez pas vous présenter à une élection comme ça, tout seul. Ce n'est pas possible. Il faut passer par une organisation collective déclarée et déclarée en tant que force politique. Merci beaucoup. Dans votre histoire, votre ouvrage sur l'histoire des droites en France, vous aviez écrit que 3 questions successives sont venues structurer le système partisan au cours des 2 derniers siècles. La question du régime, la question sociale, et plus récemment, sur ces 30 dernières années, la question nationale. Donc, avant de revenir sur ces évolutions, est-ce que vous pourriez faire un état des lieux de la constitution et des caractéristiques des familles politiques en France? Oui, alors c'est très compliqué de décrire les familles politiques en France, je vais essayer d'être bref, mais la France a une vie politique démocratique très ancienne. Hein. Et si on remonte déjà à la Révolution, qui est un événement fondateur dans l'histoire politique de la France, on a, vous voyez, 230 ans qui se sont écoulés. Et moi, je recense l'existence de 14 familles politiques. Qu'est-ce qu'une famille politique? Eh bien, c'est un ensemble d'individus, citoyens et citoyennes, au XIXe siècle, citoyens. Mais les femmes participaient tout de même, hein, d'une manière indirecte, mais elles participaient, notamment les femmes catholiques. C'est un ensemble d'individus qui vivent en France et qui partagent la même vision de la société, la même vision du monde, la même conception des règles qui doivent régir la vie sociale et la même conception du gouvernement. Voilà. Donc vous avez, en 1815, si on se place à la fin de la Révolution, vous aviez
4 grandes familles politiques. Depuis, il y en a 14, il y en a d'autres qui sont créées, on va voir pourquoi. Il y avait les légitimistes, les monarchistes favorables aux Bourbons, qui voulaient le retour à l'ancien régime, des nobles, dedans on trouvait des nobles, le clergé, pour la masse du clergé, mais aussi des paysans, les paysans de Vendée par exemple, qui n'étaient pas très révolutionnaires. Vous aviez ce qu'on appelle les orléanistes, les libéraux, en fait, c'est les ancêtres des libéraux, qui eux avaient comme modèle la monarchie britannique, parlementaire et censitaire. Vous aviez des bonapartistes qui rêvaient d'un retour de l'empereur, et qui s'est fait d'ailleurs en 1851 avec Napoléon III. Et puis vous aviez des républicains. Voilà. Depuis, d'autres familles sont nées. Vous voyez bien que les monarchistes aujourd'hui sont beaucoup moins puissants qu'en 1815. Pourquoi les familles évoluent? Pourquoi elles apparaissent, elles grandissent, elles disparaissent? Tout simplement parce que la société change. La France d'il y a 200 ans n'est pas celle d'aujourd'hui. Et en 200 ans, la France a été travaillée par 4 grands processus de fond: l'industrialisation, l'urbanisation, la colonisation et la déchristianisation. Et ces 4 phénomènes ont profondément influencé ces familles politiques, tout simplement parce que les individus ne sont pas les mêmes, il y a des générations qui se succèdent, la situation change, la société change, et les individus qui sont dans cette société, en 1815, en 1870, en 1914, en 1945, ne se posent pas les mêmes questions, n'ont pas les mêmes ambitions, n'ont pas les mêmes rêves, n'ont pas les mêmes peurs, et donc cherchent d'autres réponses, construisent d'autres réponses. Voilà ce que sont les familles politiques. Alors aujourd'hui, les monarchistes n'existent plus beaucoup, les bonapartistes non plus, il y en a quand même. Mais bien sûr, il y a beaucoup de libéraux, que moi j'appelle néolibéraux, on pourra revenir dessus, beaucoup de nationalistes, des socialistes de moins en moins, et des communistes non plus, ça se recompose, mais il y a des écologistes qui sont apparus, c'est les derniers apparus. La famille écologiste, elle naît dans les années 60-70, autour de 1968, à un moment où on commence précisément à se rendre compte des problèmes environnementaux considérables créés par l'essor du capitalisme industriel. Voilà ce que sont les familles politiques. Et donc, en quoi les 3 questions, donc la question du régime, la question sociale et la question nationale, ont eu un effet organisateur sur l'échiquier politique français et sur ces grandes familles politiques, justement? Alors, une société, à un moment donné, la société française, on parle de la France, se pose des quantités de questions. Aujourd'hui, on ne se pose pas une seule question. Mais moi, quand j'essaie de penser, d'analyser, de synthétiser pour la comprendre, l'histoire politique de la France, je constate qu'il y a, à un moment donné, une question que j'appelle centrale. Voilà. Et au XIXe siècle, la question centrale, qui est issue de la Révolution française, c'est la question du régime politique. Tout simplement parce que la Révolution n'a pas tranché cette question. La Révolution a aboli la monarchie absolue, mais elle n'a pas tué tous les partisans de la monarchie absolue. Elle a tenté au début d'instaurer un régime à l'anglaise, une monarchie parlementaire censitaire, mais ça n'a pas duré. Puis il y a la République qui est instaurée en l'an 2, enfin en 1792. Puis le régime bonapartiste. Et tout ça s'effondre à Waterloo et on recommence. Restauration des Bourbons, puis les Orléans, puis la Deuxième République, puis la restauration de l'Empire avec le Second Empire. Donc, c'est la question essentielle qui n'est pas réglée. La Révolution n'est pas finie, on pourrait dire. Elle n'est finie que entre 1879 et 1889, dans cette décennie, donc 100 ans après la Révolution. D'ailleurs, en 1889, on célèbre le premier centenaire de la Révolution et on construit la Tour Eiffel pour célébrer cela, pour l'exposition universelle qui a lieu à Paris. Et à ce moment-là, donc, la République est installée de façon définitive, tout le monde le comprend. Voilà. Mais une fois que la République est... Alors, pourquoi cette question du régime était importante? Parce que
ça avait une influence sur des tas d'autres questions. Quelle place pour la religion, par exemple? Selon qu'on est républicain ou monarchiste, on ne donne pas la même place à l'Église catholique. Comment éduquer les enfants? Dans une école laïque ou bien dans une école religieuse? Quelle politique étrangère faire? Est-ce qu'on est allié avec des monarchies ou bien est-ce qu'on va conduire un autre type de combat? Donc, quand je dis question centrale, c'est parce que cette question, elle donne ou elle implique des réponses pour les autres questions que les citoyens et les citoyennes se posent. Bon. Une fois que la République est installée, bon, la question du régime ne se pose plus. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des gens encore aujourd'hui qui sont monarchistes, mais ils sont vraiment très minoritaires. Mais la République ne résout pas tous les problèmes. Quelle République va-t-on vouloir? Bon. Et la deuxième question qui va se poser à partir des années 1880, jusqu'aux années 1980, pendant un siècle, un autre siècle, c'est la question sociale, car cette République, eh bien, tout le monde n'est pas d'accord sur sa définition. Ceux qui l'ont fondée, Jules Ferry, Jules Méline, Léon Gambetta, etc., sont des libéraux, ils sont donc pour une République libérale qui, comment dire, se développe en même temps que le capitalisme industriel, mais ce capitalisme industriel, il donne aussi naissance à un monde ouvrier en plein essor, qui a des problèmes considérables, hein, et qui estime que la République doit être sociale. C'est-à-dire que la République, c'est comme ça que dit Jean Jaurès, hein, qui est celui qui théorise. Bon, la République doit être sociale au sens où la devise de la République, liberté, égalité, fraternité, ne doit pas seulement être la devise pour la vie citoyenne, mais elle doit être aussi la devise dans la vie au travail. Et vous comprenez bien que si on applique la devise liberté, égalité, fraternité dans les grandes usines, les mines, etc., eh bien, on renverse le capitalisme. Et donc, c'est ça l'enjeu. Alors après, comment renverser le capitalisme? Tout le monde n'est pas d'accord, les socialistes, les communistes n'ont pas les mêmes méthodes, mais ils sont d'accord sur l'idée de république sociale, que la République, pour que la révolution soit vraiment achevée, il faut aussi que ces règles s'appliquent dans la vie au travail, qui représente l'essentiel de la vie. Voilà. Et depuis une trentaine d'années, eh bien, on verra pourquoi, hein, parce que les gauches se sont effondrées, une autre question se pose, c'est la question nationale, en fait, pour aller vite, mais on y reviendra, hein, certainement dans les questions. La question qui se pose aujourd'hui, puisque la France est intégrée dans l'Union européenne, la question est de savoir quel avenir pour la France. Est-ce que la France va continuer d'exister, ou bien est-ce qu'elle va se dissoudre, se diluer dans un vaste ensemble, dont d'ailleurs on ne connaît pas trop les frontières, hein, puisque les frontières de l'Union européenne ne cessent de s'étendre, et dont on ne connaît pas non plus trop les structures politiques, puisqu'il n'y a toujours pas de constitution pour cette Union européenne. Et cela interroge, taraude les Français et les Françaises, pas tous de la même manière, il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre, mais cette question nationale, elle est devenue centrale. Voilà. Et d'ailleurs, vous avez remarqué qu'aux dernières élections présidentielles, au second tour, nous avions deux candidats qui avaient des positions complètement différentes sur cette question centrale. Voilà. Alors qu'en 1974, on avait deux candidats, Valéry Giscard d'Estaing et François Mitterrand, qui, eux, avaient des positions radicalement différentes sur la question sociale. Voilà. Donc là, on est à l'ère de la question nationale, selon vous. Voilà, oui. Ce qui ne veut pas dire que les autres questions ne se posent plus, mais ce n'est plus la question centrale qui structure la vie politique et le système partisan. On peut s'en réjouir ou s'en lamenter, peu importe, mais c'est comme ça. Voilà. Et là, actuellement, on a vu à la dernière élection présidentielle en 2022, on a eu un échec des Républicains, on a eu un échec du Parti socialiste dès le premier tour. S'est posé, enfin est revenu en fait sur le devant de la scène la question de la disparition du traditionnel clivage gauche-droite. Et en plus, depuis quelques années, on a de nouveaux mouvements qui émergent et qui se définissent comme transpartisans. C'est notamment le cas d'Emmanuel Macron en 2017, hein, qui se présente comme un candidat n'appartenant ni à la gauche ni à la droite, donc il dépasse et la gauche et la droite. Et donc, est-ce que c'est encore pertinent à l'aune de ces nouveaux éléments
de parler de clivage gauche-droite, alors gauche au pluriel, droite au pluriel, et quelles évolutions est-ce qu'on peut souligner sur ces éléments-là? Alors, vous voyez, gauche au pluriel, droite au pluriel. Pourquoi droite au pluriel? Je suis spécialiste des droites. Hein. Au XIXe siècle, il y a trois droites. Il y a les légitimistes, les partisans des Bourbons, des Orléans et des Bonaparte. Et ils sont différents. Ils ne veulent pas le même régime. Mais par contre, quand il s'agit de s'unir contre les républicains de gauche, là, ils font bloc. Et donc, il y a bien un clivage bipolaire à ce moment-là. Hein. Bon. Aujourd'hui, le clivage bipolaire, il est, quand on voit le second tour de la présidentielle, il n'est plus gauche-droite. Hein. C'est ça que ça veut dire. Alors, les partis. Bon, d'abord, il y a toujours eu des individus qui ne reconnaissaient pas dans le clivage entre gauche et droite, dans la bipolarisation de la vie politique. Et cette bipolarisation de la vie politique, elle n'a pas toujours été forte. Il y a des moments où elle est très forte, en 1936, par exemple, hein, où il y a deux blocs, deux alliances, le Rassemblement populaire, qu'on appelle Front populaire, mais il s'appelait Rassemblement populaire, contre le Rassemblement national. À l'époque, c'est pas le même qu'aujourd'hui. Hein. Toutes les droites contre toutes les gauches. Bon. Mais il y a d'autres époques où vous avez une partie des gauches qui gouvernent avec une partie des droites. Hein, sous la 4e République, les socialistes gouvernent avec les démocrates chrétiens et les indépendants et paysans. Bon. Donc, la bipolarisation, elle n'est pas permanente. Il y a des forces politiques qui y poussent, mais il y a d'autres circonstances qui n'y poussent pas. Et il y a toujours eu des gens qui se réclamaient du centrisme, justement, hein, ni l'un ni l'autre. Donc, ce n'est pas nouveau. Cette remise en cause du clivage entre les droites et les gauches, ça a toujours existé, et en même temps, ce clivage revient. Hein. Aujourd'hui, il est affaibli, hein, tout de même. Qu'est-ce que ça signifie aujourd'hui? Enfin, pour parler d'Emmanuel Macron, justement, c'est une bonne entrée en matière. Les deux grands partis qui ont prétendu pendant 20 ans, hein, entre 2002 et puis 2017, enfin pas tout à fait 20 ans, 2 décennies, qui ont prétendu dominer la vie politique, le Parti socialiste et l'UMP, qui a changé de nom en 2015 pour s'appeler LR, mais c'est les mêmes. Hein. Ces deux partis sont en crise profonde aujourd'hui. Ce qui nous montre que le PS était à gauche et l'UMP était à droite. Ce qui nous montre que pour comprendre la vie politique, c'est ça le plus compliqué, je crois, à mon avis, mais je tiens beaucoup à cette distinction parce qu'après, elle éclaire les choses. Il ne faut pas confondre les familles politiques et les partis politiques. Les familles politiques, c'est l'ensemble des individus qui partagent des idées communes. Pas toutes, absolument toutes des idées communes, mais qui en gros ont la même vision du monde. Voilà. Tous les électeurs de Marine Le Pen sont des nationalistes identitaires. Voilà. Alors après, plus ou moins, hein, mais voilà. Bon, ils vont être plus ou moins xénophobes, plus ou moins sociaux, tout ce qu'on veut, mais ils sont nationalistes identitaires. Les familles politiques, donc, ça peut être des millions de gens. Mais les partis politiques, c'est des milliers ou des dizaines de milliers maximum de personnes aujourd'hui. Parfois des centaines de milliers du temps du PCF, mais c'est fini. C'est une minorité d'individus qui est issue d'une famille politique et qui est tellement convaincue de la justesse de sa vision du monde qu'il décide de se regrouper pour accéder au pouvoir et mettre en œuvre leur vision du monde. Hein, soit la mettre en œuvre, soit quand ils sont au pouvoir pour pouvoir continuer de l'appliquer. Voilà. Donc les partis politiques sont réduits. Mais il n'y a pas une seule manière d'accéder au pouvoir. Il y a plusieurs stratégies possibles. Hein. Par exemple, entre les socialistes et les communistes, c'est pas pareil. Dans la famille communiste, il y a toujours eu le puissant PCF, quand il était puissant, et puis des petits groupes communistes qui, eux, n'étaient pas d'accord. Les trotskistes, les maoïstes. Voilà. Donc, la famille communiste, il y avait la famille communiste qui était en gros contre le capitalisme, mais plusieurs partis avec plusieurs stratégies pour essayer de mettre en œuvre ça. Bien. J'en reviens à mon PS et à mon UMP, LR, et à Emmanuel Macron. Ces deux grands partis sont entrés en crise. Le Parti socialiste, ça va être le plus simple à comprendre dans un premier temps. Depuis les années 80, depuis le tournant de la rigueur de François Mitterrand, une partie grandissante des cadres du Parti socialiste ont renoncé à
changer le capitalisme, ont accepté le capitalisme néolibéral, et dans un cadre européen. Voilà. Des exemples, il y en a plein. Dominique Strauss-Kahn, Pascal Lamy qui a dirigé l'OMC, Laurent Fabius, que sais-je encore. Bon. Manuel Valls, Pierre Moscovici qui préside la Cour des comptes. Plein. Ça a créé un hiatus entre ces dirigeants, toute une série d'élus, et la base. Fuite d'adhérents, mais aussi, à un moment, scission. En 2017, il y avait ceux qui, avec Manuel Valls, ont soutenu Emmanuel Macron, et puis il y a ceux qui, avec Benoît Hamon, ont voulu garder le PS à gauche. Donc le parti s'est coupé en deux. Et ça a été la même chose à LR, LR étant divisé entre les néolibéraux européistes et toute une fraction d'adhérents de l'UMP, amenés par Nicolas Sarkozy à partir de 2005, qui avaient une vision beaucoup plus nationaliste, identitaire, sécuritaire. Et le parti est divisé en deux. Et si jamais on ne croit pas, vous avez vu qu'au dernier congrès de LR en 2021, quand il s'est agi de désigner le candidat ou la candidate de LR, eh bien, il y a eu 60% pour Valérie Pécresse et 40% pour Éric Ciotti. Une Valérie Pécresse qui, en fait, est tout à fait, enfin, défend les mêmes positions qu'Emmanuel Macron, globalement, a la même vision du monde, et Éric Ciotti qui, lui, a dit qu'il se reconnaissait plus dans Éric Zemmour. Voilà. Qu'a fait Emmanuel Macron en 2017? Il a profité de la crise de ces grands partis pour recoller les deux morceaux de LR et du PS qui étaient d'accord sur le néolibéralisme européiste. Voilà. Et pour refonder un nouveau parti, La République en marche, laissant les deux autres, LR et le PS, en triste état. Mais c'est de leur faute, hein. Ils avaient des contradictions internes, ces deux partis, donc ils étaient en crise. Voilà. Différence entre parti et famille. Voilà. Exactement, très clair. Donc, de la scission au sein du côté de la famille politique au sein d'un parti crée la scission dans le parti, en fait. Oui, c'est quand il y a une famille politique, quand on appartient à une famille politique, en général, on vote, mais on n'a pas de temps à consacrer plus que ça. Il y a la vie au travail, la vie familiale, les loisirs, etc. Donc on délègue. Voilà. Mais par contre, il y a des individus qui, eux, s'intéressent au pouvoir et forment un parti et proposent des solutions. Parfois, les solutions qu'ils proposent ne sont finalement pas en adéquation avec ce qu'attendent les individus de la famille dont ils sont issus. Tout à l'heure, vous avez parlé de Manuel Valls. Et quand il était Premier ministre, il avait évoqué, parce que vous avez dit, l'existence de deux gauches, lui qui le définissait comme étant irréconciliable. Et on a vu aux dernières élections que les familles politiques de droite s'approchaient de plus en plus du scénario qui a conduit à l'implosion de la gauche. Donc, est-ce qu'on peut aujourd'hui parler, à votre avis, de droites irréconciliables, de droites irréconciliables? Oui, bien sûr, les néolibéraux européistes sont absolument inconciliables avec les nationalistes identitaires. C'est pas possible. Voilà. Ça ne peut pas aller ensemble. Hein. D'ailleurs, alors il y a des gens qui essayent d'associer. Nicolas Sarkozy a essayé un temps d'associer ça, mais il n'a pas été réélu. François Fillon a aussi retenté la chose en 2017, mais il n'a pas été élu. Et pas seulement à cause, on pourrait y revenir, mais pas seulement à cause du scandale. En fait, il a commencé à décrocher dans les sondages avant que le scandale du Penelope Gate n'apparaisse. Donc, on ne peut pas concilier parce que quand on est européiste, par exemple, on est pour l'ouverture des frontières. On n'est pas pour les fermer et remettre des douanes et des contrôles partout. C'est pas possible. Et quand on est nationaliste, on n'est pas pour que la France s'intègre de plus en plus profondément dans l'Europe. C'est le contraire. Au contraire, on veut. Alors, c'est compliqué, d'ailleurs, Marine Le Pen est revenue en arrière, mais au fond, quand on est nationaliste, on veut retrouver le franc, on veut retrouver des frontières, un seul drapeau derrière le président et pas deux drapeaux, celui de la France et celui de l'Europe, etc. Donc ça ne peut pas aller ensemble. On est contre le multiculturalisme, etc. etc. Voilà. Donc c'est inconciliable et LR explosera comme le PS a explosé.
C'est pas possible autrement. Voilà. Et on a remarqué, enfin on peut remarquer en tout cas, et ça va rejoindre une question qui vient d'être posée, on remarque que la vie politique française, elle est de plus en plus organisée, du coup, autour de personnalités politiques charismatiques, au détriment des grands partis traditionnels, ou devrait-on dire peut-être des grandes familles traditionnelles. Vous allez nous dire quelle est votre opinion sur ça. Et en fait, on a cette crise des partis politiques qui s'explique par le fait que les partis ne correspondent pas toujours aux grandes familles politiques. Et donc, dans ce cadre, le fait qu'on ait des leaders charismatiques et des partis qui ne correspondent plus aux familles, est-ce que les partis politiques, ils ont encore un sens en France? Est-ce qu'il y a une tendance qui se dessine sur ce point? Alors, de toute façon, ils ont encore un sens parce que on ne peut pas participer à la vie politique, et d'abord aux élections, qui est fondement dans la République, de la vie politique. On ne peut pas y participer si on n'appartient pas à un parti. Bon. Si on n'a pas fondé un parti, on peut toujours, bien sûr, être un indépendant, un divers quelque chose. Oui, les maires des petits villages n'ont pas forcément une étiquette politique, mais les partis restent quand même une structure fondamentale. Ce que l'on constate, c'est que les personnalités aujourd'hui, comment dire, c'est pas forcément un progrès pour la démocratie, voilà, que les partis soient en difficulté. Je pense que des hommes comme Emmanuel Macron ou Jean-Luc Mélenchon, qui représentent des millions de gens, pour Marine Le Pen, j'y reviens après, c'est un peu différent, ne souhaitent pas créer des partis comme ils existaient avant. Ils créent des structures, on adhère sur Internet. Bon, ça a commencé avec le Congrès socialiste qui a désigné Ségolène Royal à la candidature à la présidence de la République en 2007. On crée des structures gazeuses, comme certains disent, pour ne pas être gêné par les partis politiques, pour pouvoir diriger sans avoir de compte à rendre devant un parti qui a des adhérents, qui tient des congrès, qui vote des motions, etc. Voilà. Quant à Marine Le Pen, elle n'est pas gênée par son parti, puisque c'est une affaire familiale qui a peu d'adhérents, une vingtaine de milliers, et où les statuts font que le président ou la présidente a des pouvoirs exorbitants, et donc c'est pas vraiment gênant. Même si ça peut être gênant, il y a eu des scissions, comme celle de Bruno Maigret, mais globalement, le parti est tenu par son chef ou sa chef. Voilà. Donc je pense qu'il y a, et c'est lié sans doute au mode d'élection du président de la République, mais aussi à l'essor des réseaux dits sociaux, une personnalisation outrancière de la vie politique. Elle a toujours existé, la personnalisation. Il y a toujours eu des personnages qui incarnaient les forces politiques. Mais elle est désormais vraiment outrancière parce qu'elle n'est plus compensée par l'existence de partis politiques au fonctionnement plus ou moins démocratique, mais qui faisaient tout de même contrepoids. C'est du moins la façon dont je vois les choses. Donc là, on serait plutôt dans l'ère de partis politiques personnels et intermittents, un peu plus nébuleux, comme vous avez dit, qui ne survivraient pas en fait à la disparition politique de leur fondateur. Ça, on ne peut pas le savoir encore, ils ne sont pas morts. Mais on va voir. Mais vous voyez, par exemple, le Rassemblement national, il y a le Rassemblement national et puis il y a le petit parti Jeanne qui s'occupe des gros sous. Mais c'est le cas pour tous les partis. Voilà. Donc, comment dire, les partis ne disparaissent pas. Mais il y a une sorte de refonte. Et manifestement, cette façon de fonctionner n'intéresse pas autant les citoyens et les citoyennes qu'auparavant. En 1977, le PCF avait 600 000 adhérents. Aujourd'hui, il doit lui en rester 30 000. Et encore, ils sont, les 2/3 ont plus de 60 ans. Donc, il y a la désaffection, elle tient aussi, c'est un autre élément à prendre en compte, elle tient aussi au fait que les partis n'ont pas fonctionné, n'ont jamais vraiment fonctionné, sauf très minoritairement, de façon assez démocratique.
Et à une époque où la population, les citoyens et les citoyennes ont un niveau d'instruction de plus en plus élevé, hein, eh bien, ça devient difficile, voilà, pour eux et pour elles de s'engager dans un parti. Il y a aussi la pression de la vie sociale, hein, qui fait que c'est toujours difficile de s'engager dans un parti. Mais je pense que l'élévation du niveau de formation et d'exigence et de connaissances met les partis devant leurs responsabilités. Comment créer des structures démocratiques et non pas oligarchiques, comme elles ont tendance à le devenir, et comme cela est montré par des sociologues et des politistes depuis plus d'un siècle, hein, déjà. C'est pas nouveau. Et ce point rejoint la question d'Abel, qui pose la question si dans l'histoire de France, il y avait déjà eu lieu une dépolitisation de la société, et si vous pensez qu'il y en a une qui est à craindre en fait actuellement. Alors, je ne pense pas qu'il y ait dépolitisation, parce que tout simplement, la politique continue de préoccuper tout le monde. D'abord parce que la politique, vous pouvez ne pas vous y intéresser, mais elle s'intéresse à vous, hein. Mais elle prend des formes nouvelles. Vous voyez, par exemple, sous le premier quinquennat d'Emmanuel Macron, personne n'aurait pensé au mouvement des Gilets jaunes, par exemple, qui est une forme de politisation inattendue, nouvelle. Il n'empêche que ces gens dits Gilets jaunes, ils avaient des objectifs politiques, des buts politiques, des réclamations politiques à faire. Alors, l'engagement des citoyens dans les partis politiques a bien sûr varié d'une époque à l'autre. Ça se mesure au taux d'abstention. Il ne faut pas croire que l'abstentionnisme n'existait pas auparavant et aujourd'hui est considérable. Alors, il est plus considérable qu'avant, c'est certain, depuis quelques élections, mais il y a eu des périodes où l'abstentionnisme était relativement fort, hein, notamment dans les élections aux conseils généraux, les conseils départementaux d'aujourd'hui. Hein. Et puis, il y a eu des moments où, dans des législatives, on avait 30% d'abstention. Et au contraire, dans des moments où le combat est très clair, hein, comme en 1936, des taux d'abstention qui réduisent à 15%. Et le record, c'est en 1974, hein, au second tour de la présidentielle de 1974, il n'y a jamais eu aussi peu d'abstention, 12%, et jamais eu aussi peu de bulletins blancs et nuls, même pas 1%, parce que le combat était d'une clarté totale. Il y avait d'un côté Valéry Giscard d'Estaing et le libéralisme avancé, et de l'autre côté François Mitterrand et le programme commun, l'Union socialiste et communiste. Et donc, le combat était vraiment évident. Et chacun avait son programme rédigé, on pouvait constater, voilà, on savait pour qui on votait. Donc, il y a des variations. Il y a aussi des variations dans le nombre de gens qui adhèrent. La période où il y a eu le plus de personnes encartées dans un parti, c'est les années 30, les années 1930. Vous avez, c'est une époque où il n'y a que les hommes qui votent, hein, il y a 10 millions d'électeurs environ. Vous avez plus de 2 millions d'hommes qui sont membres d'un parti politique. 1 sur 5. C'est comme si aujourd'hui, les partis politiques rassemblaient 10 millions de personnes. Alors que je pense qu'en additionnant tous les membres des partis, on n'arrive même pas à 500 000 aujourd'hui. Donc il y a des variations assez grandes. Mais il y a déjà eu d'autres moments de variation. Et je pense que ça... Alors, je fais peut-être un lien erroné, mais que c'est un lien avec la question de Luc, qui rebondit sur ce que vous avez dit tout à l'heure et qui revient sur la question aussi des personnalités politiques charismatiques. Vous avez dit il n'est pas possible d'être élu parlementaire sans soutien d'un parti. Et quel est votre point de vue, demande Luc, au sujet de cette affirmation? Quel est mon point de vue? Voilà, je constate que c'est comme ça. En même temps, ça ne me dérange pas qu'un individu qui se présente pour être élu et faire les lois, et voter les lois, ça ne me dérange pas qu'il ne soit pas tout seul, voilà, mais qu'il soit intégré dans un collectif avec qui il a pu réfléchir et qui va lui demander des comptes. Voilà.
parce que les décisions qui vont être prises auront un impact assez considérable. Donc le fait que les individus élus appartiennent à des collectifs ne me dérange pas du tout. Voilà. Ça rend les choses plus claires, hein, et ça donne des moyens d'intervention, d'interpellation ensuite de la part des citoyens et des citoyennes. Même s'il y a beaucoup de progrès à faire, hein, pour que ce soit effectif et que ça aille jusqu'au bout. Mais voilà, je suis plutôt favorable à une vision collective des choses que individuelle. Mais c'est mon avis à moi, hein, il n'engage que moi. Une autre question qui revient sur la distinction des droites, et alors une question pointue, hein. La distinction des droites en France, proposée par René Raymond, est-elle toujours d'actualité? Et comment en donner une actualisation? Donc, si peut-être vous pouviez revenir sur cette distinction des droites avant de répondre à la question, ce serait super. C'est une question que je connais assez bien, puisque René Raymond a été mon premier directeur de thèse et qu'il a présidé mon jury de thèse d'État. Donc voilà, et que j'ai dédié mon histoire des droites à René Raymond. Donc c'est un homme que je respecte profondément, mais avec lequel je ne suis pas d'accord. Voilà. Je suis d'accord avec lui pour dire qu'il y a des droites, hein, mais lui n'en voyait que 3. Et moi, j'en vois beaucoup plus, hein, au total 8. Bon. Il ne voyait que 3 droites et il voyait donc dans les 3 droites que j'ai présentées tout à l'heure, hein, les partisans des Bourbons, les partisans des Orléans et les partisans des Bonaparte, il voyait dans toutes les formations politiques jusqu'à nos jours les mêmes tendances, la même vision des choses. Voilà. Et je ne peux pas être d'accord avec cela, tout simplement parce que la société a changé. Voilà. On ne peut pas. Il y a encore des monarchistes, bien sûr, mais les droites ne peuvent plus être les mêmes. D'autres droites sont apparues, les nationalistes, les démocrates chrétiens, par exemple, qui n'existaient pas tant que la papauté n'avait pas demandé aux catholiques de France d'accepter la République. Une fois que le pape le demande, se crée le courant démocrate chrétien, dont le dernier avatar aujourd'hui lointain est François Bayrou. Il n'y avait pas d'agrariens, par exemple. Hein. Les agrariens, ils apparaissent, ceux qui pensent qu'il faut défendre la France rurale qui est menacée par la France urbaine et industrielle. Ils se structurent en partie, hein, dans les années 20, à un moment précisément où la population rurale devient minoritaire. Et donc, ils défendent cela. Voilà. Il y a encore aujourd'hui quelqu'un qui représente ces agrariens, qui défend la France rurale. C'est Jean Lassalle. Mais il fait très peu de voix. Hein. Et il faut dire qu'il y a très peu de paysans aujourd'hui aussi. Mais une partie des idées de ces agrariens a été reprise par les écologistes, qui sont apparus et qui les ont recyclés, repensés dans un autre contexte, un autre corpus idéologique à partir des années 70. Donc les familles se renouvellent. Voilà. Elles se renouvellent, elles évoluent, de nouvelles se créent, les anciennes meurent, disparaissent carrément. Il ne peut plus y avoir, par exemple, de partisans des Bourbons aujourd'hui, puisqu'il n'y a plus d'héritiers des Bourbons. Voilà. Donc, ça peut être que des Orléans. Déjà. Donc les 3 droites de René Raymond, elles existent au XIXe siècle, elles sont en plein déclin à partir des années 1880. Aujourd'hui, elles sont totalement résiduelles. Mais d'autres droites sont nées entre-temps et ensuite. Voilà. Merci beaucoup. Il y a 2 questions de Stella que je vais essayer de rassembler qui demandent pourquoi le parti du président se ramifie en plusieurs autres partis de droite et de gauche modérés, à l'envers d'être un seul parti avec potentiellement différentes factions. Ce qui rejoint peut-être une autre question que je retrouve. Pourquoi former des nouveaux partis à part entière quand on appartient, je pense, toujours à la même famille politique? Vaste question. Alors, les Romains, les citoyens romains avaient déjà une réponse. Hein. Mieux vaut être le premier dans son village que le second à Rome. Donc, on peut aimer, parce que c'est quand même une chose qui existe, qui est un sentiment assez puissant et assez partagé dans le monde politique. On aime le pouvoir et on aime être mis en valeur et on aime être président. Voilà.
Bon. Donc, si on a un petit parti, voilà, on est président d'un petit parti, alors que dans un grand parti, on ne serait pas président. Je dis ça sur un mode ironique, mais c'est un fonctionnement, ça compte, l'attitude des individus dans les partis politiques. Pourquoi le président, enfin, j'imagine que la personne qui pose la question dit qu'il y a à la fois Renaissance, le MoDem, Horizon, etc. Oui. Voilà. Alors pourquoi cela ? Je ne suis pas sûr que le président l'ait choisi. Je ne suis pas sûr que ce soit Emmanuel Macron qui ait voulu cette division. Par contre, je suis certain que François Bayrou a voulu maintenir le MoDem séparé des autres, comme il le veut d'ailleurs depuis la scission de l'UDF et la formation de l'UMP en 2002. Il a toujours refusé d'entrer dans l'UMP pour rester le président de son parti, de l'UDF maintenu, puis du MoDem, baptisé MoDem. C'est aussi qu'on peut avoir une même vision des choses, globalement, avoir la même idéologie, disait-on avant, aujourd'hui on va dire la même culture politique, mais ne pas avoir le même avis sur la façon de faire triompher ses idées. On l'a vu là pour la question des retraites, par exemple, François Bayrou n'a pas la même stratégie que Emmanuel Macron. Emmanuel Macron voulait passer rapidement en force dans le vote du budget de la sécurité sociale. François Bayrou disait que ça ne pouvait pas se faire comme ça, que ça allait être dangereux, ça allait être tactiquement mauvais pour le parti du président, qu'il fallait au contraire négocier, prendre le temps de négocier. Donc, c'est toujours la même chose. Comment dire ? On peut avoir une vision de l'avenir commune, imaginer l'avenir de façon commune, mais ne pas avoir la même manière d'envisager les moyens d'y accéder. Et ça, c'est le rôle des partis politiques, que de mettre en cohérence la culture politique, les projets, la façon dont on voit le monde et la manière de le réaliser. Pendant très longtemps, la différence entre socialistes et communistes était évidente. Les communistes voulaient, faire, dans les années 30, dans les années d'entre-deux-guerres, voulaient imiter le modèle bolchevique d'une prise du pouvoir par une révolution, alors que les socialistes voulaient, eux, une action plus progressive et qui se passe dans le cadre électoral. Donc, voilà. Tandis que les anarcho-syndicalistes les syndicalistes révolutionnaires pensaient que pour abattre le capitalisme, c'est une autre famille politique de gauche, celle-là, ça ne pouvait passer que par la grève générale des ouvriers, organisée dans un syndicat, la CGT en l'occurrence. La CGT du début n'est plus celle d'aujourd'hui. On a une question de Julien qui demande si vous pensez que la tripartition de la vie politique, avec un bloc central, une extrême droite et une extrême gauche, est-ce que cette tripartition s'inscrit dans un temps long, selon vous ? Pour le moment, ça risque de durer encore un certain temps. Alors moi, je ne dis jamais extrême droite et extrême gauche. Je préfère appeler les gens par leur nom. Et donc, l'extrême droite, c'est les nationalistes. Parce que si on dit extrême droite, c'est qu'on suppose qu'il y a une droite avec dedans des nuances. Mais c'est une droite qui va du bleu pâle au bleu marine, si je peux dire. Or, ce n'est pas le cas. Il n'y a pas une droite avec des nuances, il y a des droites. Et c'est pareil pour les gauches. Donc, je ne dis pas extrême droite, ni extrême gauche. Donc, il y a trois blocs. Il y a le bloc dit central, mais après, c'est ce bloc central qui se met au centre. Parce qu'on peut être un néolibéral européiste extrémiste, extrêmement néolibéral et européiste. Donc, il y a un bloc néolibéral européiste qui est au pouvoir, progressiste, et il a deux oppositions. C'est le bloc macroniste, avec ses alliés, et un bout de LR, la tendance Valérie Pécresse,
qui en fait va plus ou moins vite se rallier, à mon avis. Et puis, il y a un groupe, un bloc nationaliste, qui n'est pas complètement unifié, puisqu'il y a Reconquête et le Rassemblement national. Et puis, il y a un groupe des gauches, favorable à une république sociale et écologiste maintenant, mais qui est loin d'être uni, parce que entre les écologistes et, par exemple, les socialistes, la place qu'on donne à l'écologie n'est pas la même. Ou entre les écologistes et les communistes, c'est encore plus net. La place qu'on donne à l'écologie n'est pas la même. La manière dont on voit cette question énorme du nucléaire n'est pas la même. Voilà. Et avec une France insoumise qui essaie de fédérer tout ça, mais qui n'y parvient pas. Qui n'a pas éteint complètement les communistes, les socialistes et les écologistes. Voilà. Donc il y a bien 3 blocs, oui. On peut retenir ça risque de durer, oui, pour le moment. Et alors du coup, il y a une question de Patrick qui en fait est intéressante aussi. Lui, il demandait si on pouvait considérer que le modèle gauche-droite s'était transformé en un modèle progressisme versus conservatisme / populisme. Alors, on peut, pourquoi pas. Les partisans d'Emmanuel Macron, et Emmanuel Macron lui-même, se qualifient de progressiste. C'est une manière de se présenter. Moi, je les appelle néolibéraux européistes, mais voilà, ils se qualifient de progressistes, c'est leur façon de faire. C'est une manière de se mettre un peu à gauche, si je peux dire, contre des conservateurs, et ils présentent comme conservateurs ou populistes. Les 2 mots vont ensemble aujourd'hui, des populistes de droite et de gauche, je peux dire. Mais ça, c'est une manière de se présenter, mais en même temps, ça correspond en partie à la réalité, puisque au second tour de la présidentielle, on a un candidat qui veut progresser dans l'intégration de la France dans l'Union européenne, et on a une candidate qui veut conserver la nation française. Donc on peut le voir comme ça. Mais ça me semble du langage, c'est trop utilisé au sens premier des mots. Les mots qu'utilisent les acteurs, c'est pas forcément la meilleure manière de comprendre ce qui existe, ce que sont exactement en profondeur ces forces politiques. Voilà. Oui, ça rebondit sur une question. Les appellations de famille, voilà. Et c'est vrai parce que c'est exactement ce que vous venez de dire, que Christian pose la question, alors quelle définition vous pourriez donner du progressisme? En réalité, ça reprend exactement ce que vous venez de nous dire. Alors, il y a un dictionnaire qui vient de sortir, le dictionnaire du progressisme aux éditions du CERF. Il y a 3 dictionnaires politiques faits par des collègues à moi qui ont été publiés dans les 4 années précédentes, un dictionnaire du conservatisme, un dictionnaire des populismes et un dictionnaire du progressisme. Aux éditions du CERF. Des gros pavés passionnants, avec des introductions très bien faites, et puis des centaines d'entrées. Moi, j'ai contribué aux 3, voilà. Modestement, il y a une centaine de personnes à chaque fois qui participent au dictionnaire. Bon. Le progressisme n'a pas eu toujours le même sens. Voilà. Les progressistes à la Libération, ce sont les compagnons de route du Parti communiste. Ils s'appellent progressistes. Je ne suis pas sûr que Emmanuel Macron se définirait aisément comme un compagnon de route du Parti communiste. Voilà. Mais je vois bien qu'il récupère cette appellation de progressiste, parce que dans progressiste, il y a progrès, et que le progrès, c'est mieux que la régression. Voilà. Donc celui qui s'accapare le mot, il tient une formule qui est plus positive que celui qui a l'étiquette conservateur. Mais vous pouvez demander à Marine Le Pen, elle ne va pas se qualifier de conservatrice, elle. D'ailleurs, il n'y a aucun parti qui s'appelle conservateur, sauf 2 micro-partis qui doivent réunir 200 adhérents, qui ont conservateur dans leur intitulé. Et une question qui a été posée par Richard, c'est celle de savoir si la famille écologiste que vous évoquiez au début de cette conférence pouvait-elle être représentée par un parti ?
compte tenu de son absence de pensée politique réellement construite. Oui, il n'est peut-être pas favorable aux écologistes. Là. L'écologie, alors c'est un très bon poste d'observation. L'écologie, elle naît, la famille écologiste naît donc dans les années 60 et 70. Pas du tout d'abord sur un plan politique, elle naît autour d'associations de pêcheurs, en Bretagne, ceux qui veulent défendre la remontée des saumons dans les rivières, par exemple, hein, ou de chasseurs. Ou de défenseurs de la nature, ou de gens qui luttent contre telle ou telle installation industrielle. Donc, elle naît dans la société. Voilà. Et petit à petit, ces associations vont communiquer entre elles, va se créer l'association des Amis de la Terre avec Brice Lalonde. Il va y avoir dans Charlie Hebdo, enfin Rakirip Charlie Hebdo, un monsieur qui s'appelle Pierre Fournier, qui va tenir une chronique hebdomadaire sur les questions d'environnement, et va peu à peu naître l'idée que cette question de l'environnement, elle est centrale. Et ça va donner, en 1974, la première candidature d'un homme qui n'est pas au départ un homme politique, qui est un ingénieur agronome, qui s'occupe d'agriculture dans les pays pauvres, René Dumont, qui se présente et qui fait 1,2% des voix. Et ensuite, on va voir un certain nombre d'écologistes, mais pas tous, se dire que pour défendre cette cause, il faut faire un parti qui va nationaliser en quelque sorte le combat. Et ça va être la naissance, en 1984, du parti Les Verts. Est-ce que les Verts représentent toute l'écologie ? Manifestement non. Il y a des millions de gens qui sont écologistes. Le parti Europe Écologie Les Verts a 7000 adhérents. Et il a une structure avec des tendances qui sont toutes puissantes, voilà, qui font que la ligne stratégique du parti est difficile. Donc c'est un parti qui joue la carte de la démocratie en reconnaissant les tendances, etc., mais qui est en partie paralysé par cela. D'autant que les tendances elles-mêmes à l'intérieur de chacune ne fonctionnent pas forcément de façon toujours démocratique. Et là, on retrouve ce problème immense que la société française, qui a inventé beaucoup de choses, y compris, ça a commencé par le suffrage universel masculin, qui a inventé la laïcité, c'est les Français qui ont inventé ça, voilà. Eh bien, on n'a pas encore inventé des partis politiques pleinement démocratiques, à l'image de la République. Voilà. Donc les partis politiques, moi je les appelle des intermédiaires faisant écran. Ce sont des intermédiaires indispensables entre la société et le pouvoir, et en même temps ils font écran, puisque une fois qu'ils sont au pouvoir, ils accaparent le pouvoir. Comment changer cela ? C'est une question immense à laquelle je me garderai bien de répondre ce soir. Même si j'ai quelques idées, mais bon, elles n'engagent que moi. On a une question de Herbert qui demande où se situe la social-démocratie à la française qui avait été théorisée à l'époque par Manuel Valls et François Hollande. Et est-ce qu'elle est incarnée par un parti politique aujourd'hui ? Alors d'abord, je ne suis pas sûr que comment dire, que Manuel Valls et François Hollande soient des sociaux-démocrates. Enfin, si je me réfère à la social-démocratie, à l'internationale social-socialiste qui existait à la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle, il n'y a pas grand rapport. Voilà, c'est... Quand on entendait François Hollande se réclamer de Jean Jaurès, je pense que Jean Jaurès se retournait dans sa tombe. Jean Jaurès qui était pour la nationalisation des grands moyens de production. Bon, je ne suis pas sûr que François Hollande était là-dessus. Il a eu du mal à théoriser une social-démocratie à la française. La preuve, il n'a pas pu se représenter et son parti a explosé. Voilà. Donc ça fait partie, c'est ce qui est compliqué dans la vie politique, c'est que chaque jour il y a des choses qui se passent, il faut occuper l'espace, dire des choses, inventer, etc. Et souvent c'est des bulles, de l'écume, voilà. Il n'en reste pas grand-chose. Eh bien la social-démocratie à la française de Manuel Valls et de François Hollande font partie de ces choses qui ne restent pas.
qui n'ont même jamais existé d'ailleurs, sans doute. Et Herbert toujours pose la question de savoir pourquoi est-ce que les couches populaires votent majoritairement à gauche? Est-ce que c'est une tendance historique? Alors actuellement, les classes populaires, elles ne votent pas majoritairement à gauche. Les classes populaires, c'est deux catégories, les ouvriers et les employés, qui représentent quasiment la moitié de la population. Les classes moyennes, tout le reste, sauf les classes dirigeantes, représentent l'autre moitié. Il y a une infime partie de la population que j'appelle classe dirigeante, qui représente même pas 0,5% de la population. Voilà. Donc ces classes populaires, aujourd'hui, leur principal vote, c'est l'abstention. Deuxième vote, c'est Rassemblement national. Troisième vote, c'est la NUPES. Donc c'est ça le grand changement depuis 30 ans, c'est que les classes populaires ne votent plus majoritairement à gauche. Ce qui a fait dire à certains que ce sont les électeurs communistes et socialistes qui sont devenus Rassemblement national. Non. Si, il y en a quelques-uns, sans doute, certainement même. Mais globalement, ce n'est pas le cas. Parce que quand dans les années 50, le PCF avait... La moitié des ouvriers votaient pour le PCF, aujourd'hui, ces ouvriers qui votaient pour Maurice Thorez dans les années 50, ils sont morts. Donc ça ne peut pas être eux qui votent pour le Rassemblement national. C'est leurs enfants et leurs petits-enfants. Parce qu'il y a eu rupture de transmission de tradition politique. Les gauches ont échoué à se maintenir, et le Parti socialiste et le Parti communiste. On peut revenir après, si vous voulez, sur les raisons de ces deux choses. Donc aujourd'hui, la NUPES, et particulièrement la France insoumise, essaie de reconquérir ce vote populaire, l'a reconquis dans certaines zones, mais loin d'avoir reconquis le vote populaire. Voilà. Puisqu'il y a plus d'ouvriers qui votent, ou d'employés qui votent pour le Rassemblement national que pour la NUPES. Et tout à l'heure, vous aviez indiqué que la population était de plus en plus instruite. Et qu'est-ce qui pourrait finalement expliquer à ce regard, en fait, qu'on ait l'adhésion d'une frange de la population plus instruite aux thèses populistes? Est-ce qu'il y a des explications historiques sur ces... Excusez-moi, je n'ai pas compris la fin de votre question. Oui. Le fait que la population soit de plus en plus instruite, finalement, qu'est-ce qui explique qu'on ait une adhésion toujours plus importante aux thèses populistes, alors qu'on a des populations instruites? Alors, c'est compliqué le populisme. C'est un mot que je n'emploie jamais. Voilà. Parce que je ne sais pas ce que c'est. Je sais que c'est une insulte politique. Quand on vous qualifie de populiste, la personne qui vous qualifie de populiste ne vous veut pas de bien. Hein. Par contre, si le populisme, c'est essayer de redonner la parole au peuple, une définition très vague et très générale, eh bien, on comprend justement que la plupart, une population de plus en plus instruite ait envie d'être véritablement associée au pouvoir, à l'exercice du pouvoir, que le peuple ait de plus en plus envie de participer à la vie politique. Voilà. Mais ne trouve pas les moyens, parce que et les institutions hyper centralisées et personnalisées, et les partis politiques en crise ne donnent pas la solution. Alors, il y a eu pendant très longtemps en France, c'est une spécificité de la France, toute une partie de la participation à la vie politique passait par l'engagement dans les élections municipales et l'élection dans les mairies. En France, il y a eu 38 000 mairies, il en reste 38 000 municipalités communes, il en reste 34 500. C'est énorme. À nous tout seuls, on en a autant que tous les pays qui nous environnent, qui sont frontaliers. Ça représente plus de 500 000 personnes qui exercent des mandats. Et dans les élections municipales, plus d'1 million de personnes qui se présentent. C'était un moyen de participer à la vie publique, à la vie commune, à l'échelle de sa commune. Voilà. Les lois récentes qui privent les maires et les municipalités de quasiment tout leur pouvoir en créant les intercommunalités et les métropoles contribuent à décourager les citoyens de participer aussi à la vie publique politique. C'est un élément
qui contribuent et qui contribuent à l'abstentionnisme, ce qui ne veut pas dire que les individus ne s'y intéressent pas, mais ils ne voient pas en quoi ça va être utile d'aller voter. Donc la balle est dans le camp des partis politiques et des dirigeants, des gouvernants. C'est à eux de répondre à cela. C'est pas en culpabilisant les Français et les Françaises qu'on résoudra le problème. Au contraire, plus on va les culpabiliser, plus ils vont considérer qu'ils ont bien raison parce que ce qu'ils pensent n'est pas entendu. On revient sur la question de la droite, avec une question notamment d'Esteban qui nous dit que les élections internes LR voient aujourd'hui s'opposer 3 lignes différentes qui tentent toutes de garantir l'unité du parti et en même temps en voulant s'imposer sur les autres tendances. Et donc la question qui se pose, c'est est-ce que LR est voué à une disparition derrière Marine Le Pen et Emmanuel Macron? Alors, ils ne vont pas disparaître complètement. D'abord, ça va mettre du temps parce qu'ils ont beaucoup d'élus encore locaux. Donc, voilà, il existe encore un parti communiste qui a 400 ou 500 mairies, plus ou moins grosses. Il existe encore un parti radical avec plusieurs dizaines de mairies. Non, il y a 3 candidats, mais je ne suis pas sûr qu'ils soient sur des positions très différentes les uns des autres, même si Aurélien Pradier défend une position un peu originale sur l'âge de la retraite, en refusant qu'on se fixe sur l'âge, mais qu'on joue sur le nombre d'années de cotisation, ce qui est un peu hypocrite, mais bon, peu importe. Aucun n'a de solution à proposer pour réunir les deux tendances qui s'affrontent dans LR. Éric Ciotti, il s'est présenté contre Valérie Pécresse, donc c'est difficile de diriger un parti avec les partisans de Valérie Pécresse. Bruno Retailleau, il est sur les mêmes positions qu'Éric Ciotti, et Aurélien Pradier n'a pas l'envergure, et ni le programme, ni sans doute la volonté, ni la possibilité de réconcilier ces deux tendances. Donc le parti a 3 candidats, mais quel que soit le vainqueur, il ne résoudra pas la crise de LR. Et peut-être qu'Éric Ciotti est le mieux placé pour la résoudre, puisque lui, il ira faire sans doute une alliance à terme avec Reconquête. Voilà. Et qu'au moins les choses seront claires. Et que ceux qui ne seront pas d'accord, ils partiront à Horizon ou à Renaissance. Et Esteban qui pose aussi la question de savoir si une autre voie à droite, celle de la droite républicaine, pouvait, selon vous, perdurer en se renouvelant. Mais je ne sais pas ce que c'est que la droite républicaine, parce que tout le monde est républicain. Voilà. Même Marine Le Pen, elle dit qu'elle est républicaine. Et elle joue le jeu du suffrage universel, voilà. Elle se dit laïque, même si elle utilise la laïcité d'abord pour combattre l'islam. Mais la droite républicaine, ça n'existe pas. C'est là encore une manière dont s'est qualifié l'UMP pour se distinguer du Front National, soupçonné ou qualifié de fasciste. Bon, mais il n'y a pas grand rapport. Moi, je ne dis pas fasciste non plus, parce qu'il n'y a pas de rapport avec le parti fasciste de Mussolini. C'est vraiment 2 choses complètement différentes. Ce sont des nationalistes identitaires. Voilà. Donc, la droite républicaine, Emmanuel Macron, c'est la droite républicaine. Voilà, on n'a pas besoin de LR pour défendre la droite républicaine. C'est lui, c'est Renaissance qui est le grand parti de la droite républicaine. S'il faut qualifier la droite de républicaine si elle n'est pas nationaliste. Il n'y a plus de place pour LR, c'est comme pour le PS. Voilà, c'est comme ça, les partis, ils vivent, ils meurent. Et du coup, ça rebondit sur une question d'Arthur qui on revient toujours sur cette distinction famille politique et parti politique. Et en fait, est-ce que ce que vous venez d'évoquer, plus les luttes au sein de la NUPES, est-ce que ce n'est pas justement l'illustration d'une confusion entre famille politique et parti politique? Alors, la NUPES, c'est l'illustration d'une alliance, et en même temps alliance conflictuelle entre partis. Des partis qui représentent des familles, mais des familles très inégales et en forte recomposition. Et d'ailleurs, c'est ça qui rend compliqué l'analyse de LFI, de la France Insoumise. C'est que c'est
c'est une force politique qui est en train d'essayer, exactement comme Emmanuel Macron, hein, de son côté, qui a regroupé des socialistes, des démocrates chrétiens et des sarkozystes, hein, ou des juppéistes. Autour de LFI, on essaye de regrouper des anciens communistes, des anciens socialistes. Jean-Luc Mélenchon est un ancien socialiste, et des écologistes. Et donc, là, on voit que les partis politiques peuvent aussi avoir enfin, ils sont liés à la crise des familles politiques. Voilà. Aujourd'hui, la famille politique communiste, elle est très réduite parce que le communisme est profondément marqué, discrédité, délégitimé par les expériences, et d'abord l'expérience soviétique. Donc, il y a beaucoup moins de communistes qu'il y en avait dans les années 50. Hein. Les socialistes, même chose, ils sont discrédités par leur politique depuis la politique de rigueur depuis 1983-84. Et donc, vous avez donc ces gens sont en train de changer comment dire, de famille, et ils sont en train de se regrouper autour de LFI. Mais le mouvement n'est qu'en cours. C'est compliqué parce qu'on est dans un moment de refondation complète, de recomposition du système partisan. Exactement comme dans les années 20 et 30. Hein, où on passait de la question centrale du régime à la question centrale de la question sociale. Et bien là, on est en pleine recomposition qui n'est pas achevée et qui est d'autant moins achevée que les deux grands partis politiques, les trois grands partis politiques, le Rassemblement national est un parti faible et que et Renaissance et LFI ne sont pas des partis structurés, solides, avec une vie démocratique interne minimum. Voilà. Et donc ça ralentit la recomposition politique. Hein, et on reste donc dans un grand flou, une grande division, et j'imagine que les jeunes, enfin mes étudiants, hein, qui sont nés là-dedans, qui sont tombés dedans quand ils étaient petits, ils ont beaucoup plus de mal à se repérer, bien sûr, que les vieux comme moi qui ont connu l'avant et qui peuvent faire des comparaisons. Florian pose la question de savoir pourquoi est-ce qu'on parle de courant politique en parlant de personnalité, par exemple chiracien, rocardien, gaulliste, marxiste. C'est pas la même chose d'abord, hein, entre les gaullistes et les chiraciens. Bon. Alors pourquoi on donne des noms? C'est les journalistes qui utilisent ce vocabulaire, hein, et pour les gaullistes, c'est différent parce que la personnalité du général de Gaulle a été telle qu'il a créé autour de lui une famille politique. Hein, il l'a créée pendant la guerre et juste à la libération. Bon. Cette famille politique, aujourd'hui, elle est réduite à très peu de choses. Il reste très peu de gaullistes. Hein. Tout simplement parce qu'on ne peut plus être gaulliste aujourd'hui. Le gaullisme, c'est une vision de la France, hein, une vision de la France comme troisième grand pays intermédiaire entre les deux blocs, qui fait le trait d'union, le pont, l'intermédiaire, voilà, et qui se veut le pays pilote, le pays phare, le pays de référence du tiers-monde. Bon. Comme il n'y a plus de guerre froide, il n'y a plus de monde bipolaire, il n'y a plus de place pour un pays arbitre, donc il n'y a plus de gaullisme. Voilà. Alors après, on appelle rocardiens les rocardiens parce que dans le PS, il y avait une tendance rocardienne contre les mitterrandiens. Donc on donne des noms, on personnifie les courants politiques ou les tendances politiques, aussi en fonction de leur chef et puis en fonction d'une tendance à la fois des médias et des individus à personnaliser. Voilà. Au lieu d'abord de penser collectivement, hein, de penser par tendance. Voilà. 3 dernières questions, du coup, et après, je vous proposerai de clore cet échange. La première des 3 questions concerne Jean-Luc Mélenchon. Est-ce qu'il ne serait-il pas plutôt un ancien lambertiste plutôt que d'être un ancien PS? Alors, il était au PS, mais il se trouve qu'il a adhéré. Enfin, il était lambertiste, bien sûr, mais il était au PS. Oui, bien sûr, c'est un ancien lambertiste, ne serait-ce que dans ses manières de diriger le parti. Et c'est un problème, bien sûr, hein, car comment dire,
on ne peut pas, les structures de la France insoumise ne sont pas des structures de partis démocratiques avec congrès, motions, organisations locales, fédérations et tout ça qui permettent aux adhérents de s'exprimer. Le parti est dirigé par un tout petit groupe d'amis proches de Jean-Luc Mélenchon et c'est un problème. Voilà. Parce qu'il y a une contradiction entre la forme du parti, c'est la vie du citoyen. Hein. En même temps, je peux le justifier sur le plan historique, mais la vie du citoyen, il y a une contradiction entre le projet démocratique et la façon dont le parti est dirigé. Donc oui, il est d'abord lambertiste avant d'être socialiste. Merci. Avant-dernière question, alors, difficile à répondre, c'est existe-t-il selon vous une méthode, entre guillemets, pour connaître son positionnement politique, en termes de famille sans doute? Oui, vous lisez mon histoire des droites et vous allez voir la présentation des 14 familles politiques que je fais. Bah oui, bien sûr, après on se place par rapport à la République, on se détermine par rapport au capitalisme, on se détermine par rapport à l'Union européenne telle qu'elle fonctionne, on se détermine par rapport à la question de l'immigration, on se détermine par rapport à la question de l'organisation de l'école. Toutes ces questions additionnées vont vous permettre de trouver à quelle famille politique vous appartenez. Donc je note qu'il faudrait qu'on prépare un quiz pour... Ça existe. Ça doit exister. Ça doit exister sans doute, en effet. Ouais. Oui, ça doit exister. Oui. Et donc, dernière question posée, et qui vous sera utile, je pense, pour tout le monde, vous en avez déjà un petit peu parlé, mais est-ce qu'il existe une bibliographie pour mieux appréhender la création et l'évolution des partis politiques? Oui, bien sûr, il existe une bibliographie. Le plus simple, parce que je ne vais pas énumérer les titres, mais si vous regardez mon histoire des droites, vous verrez, il y a une grande bibliographie, pas seulement sur les droites, mais parce que je fais une histoire des droites qui n'est pas hémiplégique, je ne cesse de rapporter les droites, de présenter les droites dans leur rapport aux gauches. Donc, vous trouverez ça. Hein. Sinon, il existe... on va dire, il y a deux grands ouvrages les plus récents sur les droites et les gauches. Les droites, il y a mon livre, et puis les gauches, il y a le livre de Histoire des gauches en France, en 2 volumes, lui, de Jean-Jacques Becker et de Gilles Candard. Voilà, CANDAR. Voilà. Mais c'est un ouvrage collectif, alors que le mien, c'est moi tout seul qui l'ai écrit. Voilà. Merci beaucoup. Et avec ça, vous aurez tous les livres possibles et imaginables à lire. Oui. Donc, pour conclure, merci beaucoup. Si on devait retenir 3 choses de votre intervention sur l'histoire des partis politiques, qu'est-ce que vous diriez aux personnes présentes ce soir? Première chose, je dirais que les partis, j'espère que je vous l'ai démontré, ça compte encore et qu'on ne peut pas faire sans pour le moment, ou alors il faut inventer autre chose, mais je ne sais pas quoi. Deuxième chose, la démocratie, ça implique des obligations très fortes des élus et des gouvernants qui sont loin de respecter tout le temps, bien sûr, mais ça implique aussi, je crois, et je suis persuadé, un engagement quotidien des citoyens et des citoyennes. On ne peut pas critiquer l'action des gouvernants si soi-même on ne s'engage pas. Je le pense. Voilà. Et donc je pense que la démocratie implique que tout le monde s'intéresse à la vie politique et y participe d'une manière ou d'une autre. Il y a des tas de manières, y compris associatives. Et troisième question, parce que j'ai 5 minutes pour conclure. Les 3 grandes questions centrales que la France a connues, la question du régime, la question du rapport au capitalisme et la question du rapport à l'Union européenne, eh bien, ces 3 questions, elles se posent toujours. La République, c'est d'abord un idéal inscrit dans sa devise, liberté, égalité, fraternité. Tout le monde constatera aisément, sera d'accord avec moi, pour dire qu'on n'a pas encore atteint l'idéal républicain. Deuxième chose, la question de l'organisation économique et sociale est posée plus que jamais.
à l'heure de la crise écologique et de la crise énergétique, etc. Et troisièmement, la question de la place dans l'Union européenne est elle aussi un enjeu considérable qui nous occupera encore, je pense, un certain nombre de décennies. Voilà. Merci beaucoup pour ces éclairages. Je crois lire dans les commentaires que vous êtes absolument encensés. Merci beaucoup à vous aussi, toutes et tous, qui avez participé, qui avez posé de si nombreuses questions ce soir et pour votre curiosité. Merci pour cette conférence très passionnante. Petit point de conclusion avant de vous abandonner du coup à votre soirée. Vous aurez accès en replay au webinaire de façon illimitée sur notre chaîne YouTube, donc de cette session ainsi que des sessions précédentes. On vous enverra également à tous les participants les éléments de bibliographie que M. Richard a évoqués pendant cette conférence, comme ça vous les aurez aussi par écrit. Et enfin, voilà, c'est la dernière session de l'année 2022. Hein. On ne vous retrouvera pas en décembre, mais en tout cas, on est en train de travailler sur le calendrier 2023. On vous le transmet très bientôt. Restez connectés. Et on espère en tout cas vous retrouver. Nous, on s'est régalés pendant cette année. Donc, on espère bien continuer ces sessions avec vous en 2023. On vous remercie beaucoup. Et toute l'équipe Tous Politiques vous remercie pour votre fidélité et votre curiosité. Au revoir tout le monde. Au revoir à tout Au revoir, Monsieur Richard.